C'était quoi ça? Je sais pas, mais ça avait rien d'amical. I don't want to set the world. Alors la science-fiction a aussi ses monstres, hein, que ce soit des extraterrestres ou robotiques. Y a-t-il eu le même impact en termes de popularité auprès du public américain ou européen? Alors la science-fiction, là aussi, comment dire, la science-fiction, ça c'est quand même un peu plus tard. Bien sûr, il y a des films de science-fiction très tôt, hein, mais ne serait-ce que le Voyage dans la Lune de Méliès, bon, qui peut relever de la science-fiction à certains égards, bon, comment dire, je pense que l'âge d'or de la science-fiction, c'est un peu lié aussi à la littérature de science-fiction aux États-Unis, c'est-à-dire c'est les années 50. Après, ça se prolonge évidemment dans la suite. Hein. Je ne sais pas jusqu'où vous voulez aller dans l'exploration de ça, mais quand même dire que la science-fiction a été stimulée par évidemment différentes choses. Donc la littérature de science-fiction, donc qu'elle adapte au cinéma avec des grands auteurs. Comme Bradbury, hein, pour nous donner que cet exemple-là, mais Asimov et plein d'autres. Et donc, dans les années 50 surtout, il y a la crainte de l'atome, hein, de la bombe atomique, et des mutations, des problèmes qu'elle entraînerait. Donc il y a toute une série de films qui tournent autour du péril atomique, hein, donc des mutations, donc qui créent par exemple des fourmis géantes ou des araignées géantes, comme dans les films de Jack Arnold, hein, Tarantula, ou Gordon Douglas dans Les monstres attaquent la ville, où on a des fourmis géantes qui sont en fait évidemment, comment dirais-je, des trucages mécaniques, hein, donc des fourmis construites avec un appareillage à l'intérieur, etc. Mais c'est quand même assez impressionnant. Bon, ça, c'est un des premiers points. L'autre aspect, c'est les extraterrestres, hein, l'éventuelle invasion des extraterrestres. Et là, donc le motif du martien envahisseur, etc., et les autres. Et donc là, il faut rendre crédit à Orson Welles, hein, qui a adapté à la radio La Guerre des mondes, qui est justement une histoire d'invasion de la Terre par les Martiens, et qui a provoqué véritablement une panique sur les ondes en 1938 quand il a fait ça. Donc je pense que ça a été un moment important aussi. Donc voilà, il y a ces deux aspects-là, enfin c'est-à-dire ces trois aspects-là même. Donc le péril atomique d'une part, le risque d'envahissement, et puis tout ce qui tourne autour de la technologie. On commence à voir des films sur des robots géants, des ordinateurs géants. Enfin, il y a énormément de choses là-dedans, et souvent avec une tentative de brouiller un peu les frontières entre le mécanique et l'humain ou l'organique, et ça va donner lieu ensuite à tous les films sur les robots, les androïdes, etc. Et donc ça, c'est aux États-Unis, avec des films très importants. Je parle toujours des années, fin des années 40, début des années 50, hein, donc après ça continue évidemment jusque maintenant. Et en Angleterre, pour revenir un peu à la Hammer, il y a aussi cette préoccupation, et on la trouve dans des films comme alors au départ une série télévisée qui s'appelle Quatermass, hein, une sorte d'un professeur qui est une sorte de savant fou aussi, assez rigide, assez comment dirais-je, autoritaire, figure d'autorité, et qui, en quelque sorte, hein, le premier Quatermass au cinéma, c'est Roy Ward Baker, 1955, et ça va inspirer en partie aussi le personnage du savant fou incarné par Peter Cushing dans le Frankenstein de 57. Et donc, oui, ce personnage est absolument persuadé qu'il faut aller, par exemple, dans l'espace, hein. Donc, il dirige un laboratoire, etc. Et donc, il y a un extraterrestre, il y a un cosmonaute qui revient, qui a été contaminé en quelque sorte par
quelque chose d'extraterrestre, on ne sait pas trop quoi, et qui revient, et qui se métamorphose de manière monstrueuse dans le premier film. Dans le deuxième film, c'est l'idée que les extraterrestres ont déjà envahi la Terre et en fait ont colonisé une usine avec l'appui en partie du gouvernement. Donc c'est une espèce de paranoïa aussi, d'idée de paranoïa. Et le troisième est beaucoup plus Lovecraftien. Il démarre dans le métro londonien où on découvre un engin spatial en fait avec des créatures insectoïdes qui sont censées être des martiens. Et après s'ensuit toute une intrigue assez complexe. Donc voilà, cette trilogie Quatermass montre aussi l'intérêt du public britannique, puis il y en a d'autres. Hein. Voilà, donc la dimension politique est importante aussi dans ces films, évidemment. Ce sont des films aussi qui se situent dans un contexte de guerre froide, etc. etc. Voilà. C'est le traumatisme de la guerre aussi, hein, se dire que ces créatures monstrueuses, et d'ailleurs parfois on évoque aussi la guerre carrément, enfin comme un contexte important. C'est le cas dans Le Chat Noir par exemple d'Ulmer où on retrouve Boris Karloff et Bela Lugosi, et en fait c'est aussi une histoire de vengeance puisque Boris Karloff incarne une sorte de savant maléfique, mais vraiment véritablement maléfique, qui embaume les femmes vivantes, et donc qui a causé, disons, un massacre. Et donc Bela Lugosi revient en quelque sorte après, et qui a volé la femme de Lugosi, qui est aussi un autre savant un peu fou, mais un peu moins. Bref, il y a une sorte d'affrontement entre deux figures de savants un petit peu dérangés quand même, mais dont l'un est plus maléfique que l'autre. Et c'est un film qui est assez extraordinaire, et donc où le contexte de la guerre de 14, le traumatisme de la guerre est absolument marqué, quoi. Et on va retrouver ça dans un certain nombre de films de cette époque-là. Voilà, enfin, en tout cas, tous ces thèmes autour de la science, du danger de la science, de la fascination, mais aussi du danger de la science, on les retrouve dans des films qui sont à la fois horrifiques et science-fictionnels. Pour ça, la frontière n'est pas toujours nette entre les deux, notamment dans l'île de Hector Moreau, par exemple. Là, on est beaucoup plus d'ailleurs, Bela Lugosi joue aussi un rôle dans ce film, même s'il est méconnaissable sous une barbe absolument profuse. Donc il a finalement accepté un rôle qu'il aurait refusé, disons, des années auparavant. Après, évidemment, l'autre moment important, je pense, pour le cinéma fantastique ou le cinéma horrifique, dans ce qu'on appelle des grands classiques du cinéma fantastique, comme La Féline, donc Jacques Tourneur, ou Vaudou, du même Jacques Tourneur, ou encore L'Homme Léopard, mais aussi des films de Robert Wise, hein, qui a commencé, avant de faire West Side Story, par faire aussi des petits films d'horreur. Donc Robert Wise et Mark Robson, encore un autre, hein, au moins 3 grands réalisateurs qui travaillent sous la houlette de Val Newton, et ça va donner lieu à un autre type de film d'horreur qui est assez différent des films Universal où on met en évidence la monstration de la créature ou des créatures, alors que au contraire dans ces films-là on joue davantage sur le hors-champ, sur la suggestion, etc. Même si à un moment donné on voit quand même la créature, mais La Féline par exemple, on la voit se transformer à vue à un moment donné, mais c'est tout à fait à la fin du film, et c'est pas, disons, le but de Tourneur, c'est justement de proposer une autre approche du cinéma fantastique ou du cinéma horrifique, gothique, enfin bon, tous ces termes-là peuvent s'appliquer à ce genre de film. On n'a pas parlé non plus d'une créature très importante, on n'a pas parlé de tout, mais quand même le zombie, parce que le zombie est présent au cinéma dès les années 30, là aussi, avec Bela Lugosi encore, dans le rôle d'un mage vaudou. Et ça s'appelle White Zombie, hein, le zombie blanc, parce que la victime est une femme blanche, justement, qui est zombifiée en quelque sorte par Lugosi. Et le zombie, on sait que là aussi, il y a une très très longue histoire, à la fois en littérature mais surtout au cinéma.
et après aussi dans les jeux, à partir de White Zombie, donc qui est en fait pas du tout, c'est vraiment un petit studio indépendant, c'est pas du tout un grand studio, et c'est repris par la Hammer, hein, donc un film s'appelle Plague of the Zombies, hein, donc John Gilling, qui est un des grands réalisateurs de la Hammer. Et ensuite, c'est l'arrivée de Romero et de toute je crois qu'il a fait 5 films autour de la figure de zombie. Et le zombie est une des figures dominantes, effectivement, de l'imaginaire contemporain aussi, donc faut pas l'oublier. Dans les années 50, la bande dessinée, enfin les comics, comme on appelle aux États-Unis, vont aussi emboîter le pas au genre, hein, avec notamment Weird Science, hein, Vampirella, Les Contes de la Crypte. Dans les années 70, ça a été le Marvel Horror avec tout son bestiaire. Dans les années 80, ça a été les jeux de rôle, notamment avec les récits extraordinaires de Lovecraft qui sont repris, hein, et qui ont un succès retentissant. Les années 80-90, c'est les jeux vidéo, dont Fallout, qui reprend justement tout ce bestiaire qu'on pouvait trouver avec ses savants fous dans les années 50. Selon vous, qu'est-ce qui explique tout ce succès auprès du public depuis toutes ces années ? Disons, moi, je suis moins familier des choses très contemporaines sur les jeux vidéo, etc. Mais je voulais simplement revenir pour tenter d'expliquer quelque chose. Vous avez parlé des pulps, des pulps qui sont à la fois des pulps policiers, science-fiction, western, enfin, etc. Les pulp magazines, donc, sont des petites magazines à bon marché. Juste dire une chose, c'est que là aussi, le contexte est important. L'arrivée des pulps, c'est donc après la Première Guerre mondiale, et au moment en particulier de la crise de 29. Donc un moment où les Américains ont des problèmes dans leur vie quotidienne, sont au chômage, etc. Ce qu'on trouve aussi d'ailleurs reflété dans les films de l'époque, les films à contenu social, comme on dit, hein, chez Warner en particulier. Bon bref, donc ils ont besoin d'évasion, et donc ces pulp magazines de science-fiction par exemple vont mettre en scène des personnages doués de qualités un peu exceptionnelles, on va dire, à la fois physiquement et intellectuellement. Et donc, c'est une manière pour eux de vivre une vie imaginaire qui les fait sortir de leur cauchemar quotidien. Et donc ça va avoir il y a Doc Savage par exemple qui est à la fois musculature extraordinaire et en même temps aussi doué, enfin qui a des connaissances scientifiques hors du commun. Bon, il y en a plein d'autres. Toute une série de pulp magazines qui vont jouer sur soit sur l'exotisme, soit sur le monstrueux, soit sur les légendes type loup-garou, etc., sur tout le folklore, disons, mais aussi toute la littérature fantastique précédente qui va être exploitée, et puis avec des nouveaux auteurs, dont Lovecraft, par exemple, mais aussi Robert Howard, Clark Ashton Smith, enfin un certain nombre d'auteurs qui ensuite vont devenir célèbres par ailleurs, sachant que Lovecraft n'a été publié de son vivant que dans ces magazines, à une exception près, je crois. Mais en tout cas, voilà. Et donc, l'autre aspect aussi de ces pulp magazines, en particulier, je pense à Weird Tales, c'est que la couverture est censée, disons, attirer le client, notamment en utilisant des couvertures un peu sensationnalistes où on voit des jeunes femmes un peu dénudées, largement dénudées, être attaquées par des monstres de différentes natures, etc. Donc on joue aussi sur cette dimension érotique, hein, qui est quand même aussi présente, hein, souvent dans les films d'horreur. Il y a toujours une victime, enfin très souvent une victime féminine qui est menacée par soit un être humain, soit un être en partie monstrueux, effectivement. Après la Deuxième Guerre mondiale, ces pulp magazines vont être en partie remplacés par les comics. Donc les comics, ils mettent en scène, alors là carrément, enfin, on a déjà des super-héros, comme je vous disais, dans les années 30, mais les super-héros deviennent dominants. Alors, pourquoi ? Parce que je crois que c'est toujours cette idée de besoin d'évasion, d'imaginaire, quand on est dans un monde
difficile, enfin, je pourrais parler de contexte actuel qui est particulièrement anxiogène, les gens trouvent refuge dans ce genre de film, enfin, j'imagine, dans ce genre de comics ou de ce genre de film, que je pense qu'on a actuellement, en dépit de toute l'expérience qu'on a, finalement, les gens ont la même réaction que ceux qui lisaient les pulps dans les années 30, même si c'est pas forcément le même public, même si à l'époque c'était plutôt, pas encore que dans les années 30, il n'y a pas que les pauvres qui lisent les pulps, il y a aussi les écrivains, les artistes. La preuve, c'est que dans le courrier des lecteurs, il y a souvent des gens qui eux-mêmes vont devenir écrivains, sont déjà en train de devenir écrivains. Voilà, donc c'est toujours plus compliqué que ce qu'on croit. Je veux dire, on pourrait dire que le pulp, c'est parce que c'est bon marché, c'est fait pour un public, disons, qui n'a pas d'argent. C'est plus compliqué que ça. Toute cette culture, on pourrait appeler culture populaire, est également présente dans l'univers des mangas. Et puis évidemment, les jeux de plateau, donc inspirés de Lovecraft, les jeux de rôle et les jeux vidéo maintenant, avec là aussi énormément de productions extrêmement diversifiées. Lovecraft est toujours très très présent effectivement là-dedans. Lovecraft a complètement, comment dirais-je, s'est disséminé dans la culture populaire, est devenu une figure iconique presque aussi importante, pour ne pas dire plus qu'Edgar Poe. Edgar Poe, évidemment, ayant donné lieu aussi à énormément de réécriture transmédiatique dans tous les domaines, littérature, bande dessinée, cinéma, télévision, etc. Mais Lovecraft, c'est un phénomène absolument incroyable, quoi. Donc, qu'on trouve absolument partout, y compris dans la publicité, y compris dans les ouvrages philosophiques aux États-Unis, par exemple. Les scientifiques aussi s'y intéressent, enfin s'intéressent à certains concepts. Et par ailleurs, évidemment, il est aussi très controversé pour des raisons évidentes, hein, en particulier son racisme. Bon, moi, je vais simplement terminer là-dessus. Peut-être, effectivement, il y a une dimension actuellement, disons, dans l'imaginaire, l'un des aspects importants, c'est l'imaginaire apocalyptique ou post-apocalyptique, qu'on retrouve aussi bien dans les jeux vidéo qu'au cinéma, que dans les comics, etc. Et peut-être que c'est l'anxiété du moment, c'est ça, c'est-à-dire en quelque sorte, qu'est-ce qui nous attend dans un futur proche ou plus ou moins lointain. Et actuellement, je crois que c'est ça qui nous inquiète le plus. Merci Gilles pour cette interview. Je rappelle que votre dernier ouvrage, La Hammer, Laboratoire de l'horreur moderne, est disponible aux éditions Le Visage Vert. Chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle émission Rétrofuturiste. Around here and didn't have too much to say. No one dared to ask his business, no one dared to make a sleep. As a stranger there among them had a big one on his hip. Big one on his hip. Big one on his hip. Oh, he might have went on living, but he made one fall asleep when he tried to make surrender with the bigger one on his hip. Vous êtes réveillé, capitaine? Nous sommes en pilotage automatique. Nous voyageons à une vitesse constante. Un petit café, peut-être?